Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, un grand merci à l'organisation et en particulier à Marie-Laure Quintin pour son invitation. Je suis absolument ravi d'avoir ces quelques minutes, vous allez voir, ça va passer assez vite, en tout cas pour moi, pour échanger sur les recommandations de la CNIL en matière d'IA. Alors, en matière d'IA, ça veut dire beaucoup de choses. Pour être un tout petit peu plus précis, on va parler surtout des recommandations que l'on produit, que l'on publie, pour aider les organismes et les personnes, mais en général c'est les organismes, à utiliser une IA, un système d'IA pour être précis, ou à en développer, puisqu'on verra que c'est deux séries de questions, deux séries de recommandations qui ne sont pas toujours exactement les mêmes. Le format étant assez rapide, je vous le disais, je vous propose de procéder en 3 temps. Le premier, de donner une très rapide présentation, pas tant de moi que de la CNIL et de mon service, pour qu'on soit tous d'accord sur nos missions. Ensuite, vous donner peut-être un exemple d'un contenu qu'on a publié assez récemment, qui se concentre sur les bonnes pratiques à suivre quand il s'agit de déployer, donc d'utiliser un système d'IA génératif. On verra, c'est assez particulier, mais ça permettra de vous donner une idée assez précise. Et enfin, pour essayer de ne pas trop rentrer dans le fond de recommandations qui sont parfois un peu longues, et en tout cas trop pour les besoins de cette présentation, je vous donnerai plutôt un panorama de tous les travaux qui sont en cours, qui ont commencé à être menés et qui donne lieu à des publications de mois en mois pour vous permettre de poser des questions et qu'on ait un petit temps d'échange. Je promets d'essayer de tenir la montre. Et n'hésitez pas, si je n'y arrive pas, à me le rappeler. Alors, pour commencer, j'espère que vous avez tous au moins une fois entendu parler de la CNIL. En général, on en a surtout entendu parler aux alentours de 2018, puisque là, avec l'entrée en application du nouveau règlement général pour la protection des données, là, on commençait à s'intéresser un peu plus à ce que la CNIL pouvait dire et faire. Mais, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une autorité administrative indépendante qui est bien plus ancienne que ça. C'est d'ailleurs la première à avoir eu ce statut d'AI, administration indépendante, puisqu'il s'agissait aussi bien de s'assurer que le secteur privé traitait bien les données et respectait la vie privée de ses consommateurs, que l'État, et dans toutes ses composantes. Donc première idée fausse peut-être, la CNIL n'est pas apparue en 2018. Deuxième idée qu'on entend souvent, c'est que la CNIL se préoccupe de la vie privée. Alors évidemment, c'est vrai, et c'est une composante assez essentielle des droits qu'elle a la charge de protéger. Mais si vous avez été attentif, j'ai fait l'effort de décliner le RGPD pour dire que c'était le règlement général sur la protection des données. Et protection des données, c'est pas tout à fait la même chose que vie privée. Bien sûr, c'est lié, mais la protection des données est un peu plus générale. Et donc on le voit avec ces grands principes, alors qui parleront aux plus experts d'entre vous, qui parleront peut-être un peu moins aux autres, mais c'est pas forcément anormal. Et la CNIL est là pour ça. Mais l'idée sous-jacente est, j'aurais pas la prétention de résumer le RGPD en 30 secondes, mais la différence avec la vie privée, c'est qu'il s'agit de donner aux personnes concernées, donc aux personnes à qui appartiennent les données, vous, moi, toute personne physique qui produit ou qui va donner lieu à des informations la concernant, d'en garder le contrôle avec toute la panoplie des droits qui sont à droite. Et donc ça passe par un certain nombre d'obligations qui sont à la charge de tous les organismes, toutes les entreprises, toutes les autorités qui pourront traiter des données sur vous. Et donc, encore une fois, pour simplifier à très gros traits, ne notez ça nulle part, et c'est vraiment juste pour avoir une idée en tête. La vie privée, c'est une composante essentielle, mais l'idée sous-jacente est bien plus générale. Il s'agit de faire en sorte que vous ayez de la visibilité sur ce qui va être fait de vos données, par qui, comment, pour que vous ayez, le cas échéant, votre mot à dire en exerçant vos droits. Ça, c'était la deuxième idée un peu limitante qu'on peut se faire de la CNIL. La troisième, et promis après je m'arrête là, c'est qu'on entend beaucoup parler de la CNIL dans les gros titres. On entend beaucoup parler de sanctions, avec des millions d'euros en général, qui font la une de certains journaux, spécialisés ou pas d'ailleurs. Effectivement,
comme pour la vie privée, c'est une dimension essentielle des missions de la CNIL, mais ce n'est pas la seule. Et j'insiste sur ce point, puisque contrôler et sanctionner, c'est pris en charge au sein de la CNIL par une direction, qui s'appelle la direction de la protection des droits et des sanctions, qui fait un travail remarquable et essentiel, encore une fois. Mais ce n'est pas la seule manière de protéger les droits, et donc il y a aussi d'autres missions et d'autres directions à la CNIL. Et là, on en vient progressivement à pourquoi je commence à vous dire tout ça. C'est juste pour vous préciser un petit peu d'où je parle, puisque ça peut être assez sensiblement différent. Et donc, il y a deux autres grandes directions, pour simplifier. Il y a la direction de l'accompagnement juridique, dont le rôle est de préciser tous ces grands principes qui ne sont pas forcément toujours très clairs pour tout le monde, pour s'assurer que les organismes qui ont à traiter des données personnelles le fassent correctement et surtout comprennent comment faire bien les choses pour être en mesure de vraiment le faire. La deuxième autre direction, en plus de la direction de la protection des droits et des sanctions, c'est la direction des technologies et de l'innovation, qui a la charge de décliner la dernière mission qu'on voit sur ce slide, anticiper et innover. Et donc, elle est schématiquement représentée par deux branches. Un pôle qui va fournir une expertise technologique à l'ensemble de la CNIL, donc avoir conscience qu'il faut comprendre ce qui se passe pour pouvoir réguler au mieux et être pertinent, mais aussi un département plus prospectif, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, qui s'appelle le LINC, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui appartient aussi à cette direction. Je peux un peu plus facilement présenter mon service maintenant que j'ai fait ce travail de panorama général, puisque moi j'ai rejoint le service de l'intelligence artificielle, donc qui ne fait que ça, à la CNIL, et qui a été créé il y a 1 an et qui est rattaché à ces deux directions dont je viens de vous parler. Donc pas directement à la direction en charge des activités répressives, mais bien avec pour mission principale d'accompagner la conformité, aider les acteurs à comprendre comment respecter le cadre applicable, et encore une fois, en ayant aussi une jambe dans la direction des technologies et de l'innovation, puisqu'il s'agit aussi d'anticiper et d'innover pour trouver le bon équilibre entre ne pas brider l'innovation, puisqu'on ne veut pas se priver des bénéfices qui pourraient résulter de ces technologies, mais tout en respectant les droits, et donc c'est ce fameux équilibre qu'on essaye de trouver au quotidien. Peut-être un mot très rapide sur le contexte de création de ce service. Bien sûr, on n'a pas attendu ChatGPT en novembre 2022 pour entendre parler d'IA. Alors même si le terme fait l'objet d'un certain nombre de débats sémantiques, on pourrait revenir si ça vous intéresse, mais ce que je propose, c'est plutôt d'avoir une vision large de ce que sont les techniques d'IA. Et on voit en réalité que ça ne date pas de 2022. 2022, c'est effectivement une avancée, en tout cas un essor en termes d'usage et donc une visibilité et une médiatisation. Mais ce qui relie le plus directement la CNIL avec les systèmes d'IA, c'est l'évolution des techniques sous-jacentes qui sont passées de systèmes experts, donc de systèmes qui vont être encodés ou codés directement par des humains, à une autre technique qui est un ensemble de techniques en réalité dites d'apprentissage automatique et qui là va demander beaucoup plus de données. Parmi cet ensemble, il y a les techniques d'apprentissage profond qui reposent sur des réseaux de neurones qui vont demander encore plus de données que l'apprentissage machine et ainsi de suite. Et donc on a vu en fait cette évolution au sein de la CNIL avec des spécificités qui sont de plus en plus marquées et qui méritaient qu'on s'organise en conséquence pour pouvoir réguler cette technologie qui mérite une attention et surtout un service dédié. Ce service, donc je vous le disais, je l'ai rejoint à sa création, ça fait maintenant 1 an. On n'est que 5 pour l'instant, mais on a une équipe pluridisciplinaire et ça c'est un point assez important, je pense, de gouvernance générale à réappliquer quand c'est possible bien sûr. C'est qu'il nous a semblé utile d'avoir une vision assez pluridisciplinaire sur tous les enjeux, toutes les dimensions de ces technologies, puisqu'on va beaucoup parler de risques par la suite, mais des types de risques, des typologies de risques, il y en a de différentes manières. Donc évidemment, on a des docteurs en IA, des ingénieurs, on a une docteure en sciences cognitives, mais on a aussi un profil juridique, et donc je lève la main, ça sera moi le juriste de l'équipe. Donc encore une fois, pour vous préciser d'où je parle, même si j'ai un master en informatique aussi, je vais surtout vous parler du point de vue du droit, puisque c'est ma formation initiale.
Quelques mots sur le plan d'action, et donc on va en venir progressivement au fond et à ce qu'on produit. Ce qu'on passe notre temps à faire tous les jours, c'est d'essayer de suivre. On parle de veille pudiquement, mais c'est lire, appréhender et digérer un certain nombre de contenus, puisqu'on voit que l'IA est un mot valise qui regroupe un ensemble très très vaste de technologies différentes, mais au sein de cet ensemble très vaste, on a le deep learning en particulier qui bouge beaucoup, en particulier au sein du deep learning, l'IA générative, on verra ça plus tard. Et donc, il nous était absolument essentiel de pouvoir appréhender toute cette veille, encore une fois, sous différents aspects, puisqu'il y a l'évolution des techniques, il y a l'évolution de la société, donc un regard aussi sociologique parfois, et juridique, évidemment. L'idée étant de se faire notre propre avis au sein du service, mais aussi d'éclairer la CNIL d'une manière générale, donc les autres services dans leur prise de décision, mais aussi que ça bénéficie à l'extérieur. C'est pour ça qu'on publie régulièrement un certain nombre de contenus à destination du grand public ou de publics plus avisés pour que cette veille bénéficie au plus grand nombre, puisque c'est la brique fondamentale de la régulation, mais elle a d'autres vertus. Je vous disais, la brique fondamentale de notre mission doctrinale en réalité, puisque comme on est rattaché à la direction de l'accompagnement juridique, ce que nous, on envisage de faire de manière prioritaire, c'est d'indiquer aux acteurs comment se mettre en conformité plutôt que d'aller directement leur reprocher de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément bien précisées au préalable. Donc des fois, ça sera très évident de savoir que tel acteur savait qu'il était en dehors des clous ou ne pouvait pas l'ignorer. Dans certains cas, et c'est un axe majeur de notre plan d'action sur l'IA, d'essayer de proposer clé en main des méthodologies pour se mettre en conformité et appréhender tous les différents types de risques. Donc guider, c'est la mission principale et c'est de ça dont on parlera de quelques exemples par la suite. Ensuite, fédérer et accompagner, ça nous semble absolument déterminant de ne pas raisonner en vase clos, même si on a un service dédié qui peut faire ça la majeure partie de son temps, c'est super. On essaye quand même de rester connecté à d'autres écosystèmes, donc en premier lieu les utilisateurs et les fournisseurs de ces technologies, donc que ce soit des acteurs publics ou privés, mais plus généralement à d'autres écosystèmes. Là, je pense notamment à la recherche académique ou plus appliquée, qui nous fournit une aide précieuse et des retours que l'on incorpore directement à nos productions et à nos prises de décision, puisqu'il faut aussi pouvoir anticiper l'état de l'art, au-delà de juste le comprendre. Et enfin, auditer, ça sera la mission finale, même si on commence, fournir encore une fois directement aux acteurs des manières de s'assurer qu'ils sont en conformité, mais aussi en interne pour que la fameuse direction la plus célèbre, la jambe répressive de la CNIL, puisse le faire aussi en cas de contrôle. Je pense que c'était peut-être un peu long, mais au moins vous voyez bien d'où je parle et vous avez déjà des premières indications. Je vous le disais, pour les besoins de la présentation, je vais surtout me concentrer sur un exemple de recommandation qui passe bien à l'oral dans ce format, et ça sera sur comment déployer un système d'IA générative. Là, je fais directement référence à une foire aux questions qu'on a publiée au cours de l'été, qui était assez attendue, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi cet exemple, sur a-t-on le droit et surtout comment pouvons-nous nous saisir de toutes ces IA génératives au passage. Alors, IA générative, j'imagine que vous avez quasiment tous une idée claire de ce que ça recouvre. Je vais quand même prendre le temps de préciser ce que j'entends par là. C'est la sous-catégorie des techniques de deep learning qui permettent de générer tout type de contenu, que ce soit du texte, et donc là on pense directement à ChatGPT, Mistral, Llama ou d'autres grands modèles de langage, puisque c'est comme ça que s'appellent les moteurs qu'il y a à l'intérieur de ces systèmes, mais aussi plus généralement applicable à toute la génération d'images, de vidéos, de sons, qui posent à chaque fois des typologies de risques spécifiques, mais qu'on a quand même voulu appréhender en fournissant une première grille de lecture, une première grille de réflexes à adopter, qui sont pas neutres et pour lesquels on a senti qu'il y avait une forte demande. Pourquoi il y avait une forte demande? Puisque quand bien même on ne saurait pas trop comment s'y prendre, on a conscience qu'il y a des risques
et par risque, il faut aussi entendre limitation inhérente à ces systèmes. Là, je prendrai surtout l'exemple des grands modèles de langage, puisque c'est là que ça se voit le plus, mais leur capacité à répondre à un nombre très varié de tâches peut entraîner des biais de confirmation, en tout cas une confiance excessive dans des résultats, des réponses à des questions pour lesquelles ils ne sont pas testés, ou on n'a pas vraiment d'idée de leur performance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que leur logique est vraiment probabiliste, et donc on n'a absolument aucune garantie formelle sur leur performance, quand bien même on essaierait de les évaluer. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est très difficile d'évaluer ce genre d'objets, puisqu'ils sont capables de faire beaucoup de choses différentes, et donc il faut vraiment réfléchir à comment faire ces tests. Mais quand bien même on aurait réussi à mettre au point une méthodologie d'évaluation, il faut toujours garder à l'esprit que 80% ou même 95% de taux de réussite à votre série de tests n'empêchera pas certains risques, et ce risque peut être très grand en fonction de ce que vous lui demandez de faire, que ce soit l'usage de données personnelles ou une prise de décision directement avec quelqu'un s'il n'y a pas un contrôle humain en bout de chaîne. Donc vraiment, on a senti qu'il y avait un besoin de clarification sur comment se poser les bonnes questions et dans quel ordre. Le point de départ, et ça fait directement écho à un principe qui est directement inscrit dans le RGPD qui s'appelle le principe de finalité, c'est avant de commencer à faire quelque chose, de savoir pourquoi on le fait. Ça peut paraître évident, dans beaucoup de projets, l'expression de besoin, c'est une étape obligée, mais en matière d'IA, et c'est pour ça que je me permets d'insister un petit peu dessus, c'est pas toujours limpide. Le cas d'usage ou la série de problèmes qu'on essaye de résoudre. Donc là, le message, c'est attention à ne pas faire de l'IA générative pour faire de l'IA générative. Bien sûr, il peut y avoir un besoin concret d'évaluer les performances ou les opportunités en testant ces outils dans une sorte de bac à sable sécurisé qui n'aura pas d'incidence opérationnelle pour voir ce qu'il est possible de faire. Et donc dans ce cas-là, ça revêt un besoin assez concret. Mais faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est généralement une mauvaise idée, surtout quand on va voir la suite des limitations qu'il faut prendre en compte. Ce n'est qu'une fois qu'on a pris en compte et pris le temps de se demander pourquoi on développe un outil qu'on peut savoir si c'est le bon. Par exemple, dans certains cas, ça ne sera pas du tout nécessaire ou pertinent de faire appel à un système d'IA, encore moins un système d'IA générative. Et donc, une fois qu'on est bien sûr que oui, il n'y a pas de meilleure manière de répondre à mon problème, se pose la question du type de modèle. Et donc là, on voit que, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on voit qu'il y a une panoplie toujours plus grande de systèmes sur étagère. Sur étagère, au sens directement accessible via une API ou une interface web. Donc ça, c'est généralement ce qu'on connaît tous. Ce qu'on connaît peut-être un peu moins, ce sont les modèles qui sont dits en open weight. Donc le modèle est accessible en ligne, et donc on peut l'installer et le faire tourner sur une infrastructure propre, ou le déporter sur une interface dédiée. Et là, ça sera le cas du cloud, par exemple. Pourquoi je prends le temps quand même de préciser ces différents modes de déploiement? C'est que les risques associés en termes de protection des données sont vraiment différents derrière. Ça sera assez différent de fournir des données à un système qui tourne uniquement dans votre navigateur et qui sortira jamais ni de votre navigateur ni de votre ordinateur, d'un système qui est directement hébergé par un service américain et qui ne respecterait pas, par exemple, les règles pour les transferts de données des Européens en dehors de l'Union européenne. Donc là, il y a un premier bien vrai en jeu, et on voit qu'on est qu'à la deuxième étape de notre checklist sur les bons réflexes et les bonnes questions à se poser. Ensuite, il ne suffit pas d'avoir les deux premiers justes pour qu'on puisse se défausser complètement de la suite de la durée de vie et du cycle de vie du système qu'on a choisi d'implémenter. Il y a un vrai enjeu de clarification, et la clarification est vraiment le terme clé, puisqu'il faut vraiment avoir à l'esprit que
un usage aussi, et surtout en matière d'IA générative, qui peut répondre à un éventail aussi varié de tâches, engendrera raisonnablement des personnes qui ne s'en serviront alors même qu'ils n'ont pas conscience que ce qu'ils sont en train de faire est interdit. Donc ça passera par des chartes d'utilisation, mais surtout un travail de qu'est-ce qu'on autorise nos employés ou nos agents à faire ou pas, bien en amont, encore une fois. Les exemples qu'on donne, ne pas fournir de données personnelles à un système qui n'est pas sécurisé par exemple, ou ne pas confier une prise de décision, a fortiori quand ça concernera une personne en particulier. Et enfin, pour les derniers réflexes à avoir, juste se rapprocher des bonnes personnes ou la désigner pour qu'elles puissent former et sensibiliser les utilisateurs finaux aux limitations inhérentes de ces systèmes que j'ai fait qu'effleurer, mais aussi aux usages pour qu'elles aient vraiment clairement conscience des lignes rouges que vous vous êtes fixées. Et enfin, vérifier le bon respect de ces préconisations dans le temps et l'évolution éventuelle de ces limitations qui peuvent avoir un impact et qui peuvent aussi se révéler au cours du temps. J'ai été beaucoup trop long pour vous laisser un temps d'échange conséquent, donc j'irai assez rapidement pour vous dire que ça, c'était un exemple de recommandation assez générale de premier niveau, on pourrait dire, qui a vocation à être enrichi pour des organisations plus mûres ou des cabinets d'avocats ou des cabinets de conseil. Mais on a déjà fait un grand travail à destination non pas des utilisateurs mais des fournisseurs de ces technologies, puisqu'on a vraiment voulu prendre le cycle de vie chronologiquement en se disant que si on explique déjà aux acteurs comment construire une IA de confiance et conforme, alors ça sera plus facile pour les utilisateurs d'avoir déjà eux aussi une grille de lecture pour savoir lesquels choisir. Et donc vous l'avez peut-être vu passer, mais on a déjà une série de recommandations qui ont été formellement adoptées. On procède de manière itérative, donc en remontant la chaîne, on arrive à la fin du développement, mais là on a actuellement une consultation publique ouverte sur des questions assez fondamentales pour vous donner un avant-goût et peut-être le goût de contribuer, puisque vous avez encore jusqu'au 1er octobre pour le faire. Il y a des questions aussi structurantes que à quelles conditions on peut utiliser des données publiquement accessibles sur Internet pour entraîner un modèle. Quelle est la transparence qu'on doit aux personnes qui peuvent avoir leurs données qui se retrouvent dans ces jeux de données d'entraînement. Et enfin, une grande question théorique que quelques autorités de protection des données en Europe ont commencé à adresser. Y a-t-il, et à quelles conditions, comment faire quand c'est le cas, des données personnelles mémorisées par des modèles d'IA, parce que là on parle de modèles qui sont sous une forme informatique peut-être un peu nouvelle par rapport à ce qu'on a tendance à considérer comme des bases de données. Ce ne sont pas des bases de données, mais on voit quand même que quand on pose une question à un grand modèle de langage, il a tendance quand même à répondre des choses qui font qu'il a vraisemblablement mémorisé des éléments, y compris des données personnelles. Donc une des grandes questions qu'on aura à résoudre, et n'hésitez pas à contribuer à notre consultation publique, puisqu'on aura besoin des retours les plus variés pour se faire une idée des recommandations à formuler. Et si ça vous va, j'ai peut-être le temps de 2-3 questions à prendre avant de rendre le micro. S'il y en a, évidemment. Oui. Dans l'accompagnement de la conformité, avez-vous un droit de blocage en cas de non-respect de la dite conformité ou de la restriction des conseils? Alors c'est une bonne question. Au niveau de l'institution, il y a clairement un droit d'interdiction temporaire de traitement. C'est ce qu'a fait la CNIL italienne qui s'appelle la Garante pour ChatGPT. Je crois que c'était fin 2022, mais elle a interdit temporairement le déploiement de ChatGPT sur son territoire. Donc ça, elle a pu le faire. En général, il y a quand même une distinction qui est faite au sein de la CNIL, donc ça ne sera pas spécifiquement les services de la direction de l'accompagnement juridique qui seront à l'initiative de ça, mais c'est un pouvoir que la CNIL a collectivement, même s'il sera mis en œuvre par la jambe répressive. Oui.
Merci beaucoup pour cette super question qui va me permettre de reboucler avec la consultation en cours, puisque justement, on a une fiche dédiée au scrapping dans la série de fiches qui vient d'être publiée. C'est par définition une position qui est encore à affiner, puisque on attend le retour des consultations pour pouvoir les traiter et réévaluer le cas échéant notre position. Mais ça ne sera pas une position catégorique a priori, puisque la position actuelle, c'est de dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux et de dangers de non-conformité quand on parle de scrapping vis-à-vis du RGPD, puisque a priori, si on fait un scrapping indifférencié et qu'on n'a vraiment aucune garantie, alors on va violer un certain nombre de principes du RGPD, à commencer par le principe de minimisation, qui veut que ce n'est pas on collecte tout et on voit ensuite, mais plutôt on se demande ce dont on a besoin et on collecte uniquement ça. Un autre exemple, ça va être les données sensibles, donc des données qui sont, pour vous donner des exemples, liés à des situations de santé ou à des catégories particulières de la population que l'on ne peut pas traiter sans le consentement ou à d'autres conditions très, très limitées. Sans le consentement. Donc on voit que si on le fait mal, c'est sûr que ça passera jamais entre les mailles. En revanche, la position est plutôt de dire que si on le fait bien et reste à déterminer les conditions suffisantes en termes de garantie et de mesures à prendre pour le faire, qu'il y a une possibilité pour que le scrapping ne soit pas catégoriquement interdit par le RGPD, puisqu'il est censé être neutre technologiquement, et donc tout est une question d'équilibre et de garantie suffisante à charge aux acteurs, avec notre aide, de les définir et de pouvoir les mettre en place. Oui. Considérez-vous que le manque de transparence des datasets qui ont servi à entraîner des modèles est quelque chose sur lequel il devrait y avoir soit une législation, soit des guides de bonne pratique ou autre chose de la part de la CNIL ou d'organismes qui ne sont pas législatifs, afin de répondre à cet inconnu sur le fait que au sein d'un dataset, quand on ne sait pas ce qui a servi à entraîner un modèle, il peut y avoir des données sensibles, des données personnelles, etc. En effet, quand on interroge la plupart des médias sur des particuliers où on obtient parfois des informations précises, il y a eu des fuites sur le fait que, par exemple, Microsoft avait laissé entraîner les modèles GPT, notamment les copilotes, sur des repositories GitHub qui auraient dû rester privés, etc. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de fumeux ou nécessaire pour l'avenir de dire, dans un cadre réglementaire, l'ouverture du dataset est une réquisition? Alors, je pense que je vais essayer de faire une réponse courte parce qu'il faudrait que je passe la main. Mais je vois deux éléments de réponse. Le premier, il est directement traité, enfin, en fait les deux sont traités, mais il y a deux textes qui répondent déjà à cet enjeu. Le premier, c'est le RGPD, qui prévoit une transparence sur les sources. Alors, ça concerne uniquement les données personnelles, mais c'est une exigence de taille qu'on a essayé de préciser pour essayer de détailler dans quel niveau de granularité il faut rentrer pour fournir cette transparence sur les sources des données d'entraînement. Et donc, on a déjà proposé des choses en matière de scrapping, les catégories de sites, évidemment, mais potentiellement plus finement au niveau de l'URL pour savoir ce qui est vraiment scrappé ou pas, utilisé ou pas à des fins d'entraînement. Et la deuxième réponse, qui est un peu plus générale, ça concernera tous les modèles d'IA à usage général tels que définis par l'AI Act ou le règlement sur l'IA, et qui lui aussi prévoit une documentation technique sur les données d'entraînement. Alors ça fera l'objet d'une gouvernance différente, puisque autant la CNIL est compétente à 100% sur le RGPD, il y a des compétences qui ont été données à la Commission européenne pour clarifier en fait le template d'information, pour que la transparence soit du bon degré, et donc on attend ça aussi avec impatience. Et merci à tous pour votre attention.